Moins le cadre d'un cours ou d'un projet est clairement posé, plus les rôles et les missions de chacun et chacune deviennent implicites. Plus les missions deviennent implicites et plus une partie du travail devient invisible. Or, quand ce travail devient invisible, un autre problème apparaît, celui de la reconnaissance. Progressivement, le cours, le projet, parfois même les relations, vont complètement se déconnecter des compétences réelles qui permettent pourtant à ce cours ou à ce projet d'exister. Dans ce troisième et dernier épisode de la mini-série Les mécanismes invisibles qui sabotent un projet, je vais analyser avec vous la question du travail invisible, de la reconnaissance des outils et de la structuration du projet, et surtout du moment où il devient nécessaire de comprendre qu'un projet ne pouvait pas fonctionner dans ces conditions-là. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Merci et félicitations à toi, cher pédagogue, auditeur, auditrice, qui s'attelle par tes écoutes à investiguer ce qu'est la pédagogie, la transmission et ce qui permet à un projet de perdurer dans le temps ou au contraire de s'effondrer. Dans les 2 premiers épisodes de cette mini-série, je vous parlais d'un projet auquel j'ai participé et dont j'ai fini par choix à ne plus faire partie. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la nécessité de poser un cadre, de définir les rôles de chacun, de chacune, la capacité de décision, la gouvernance au sein du groupe, et puis même la valeur accordée à la parole des uns, des unes, des autres. Dans le deuxième épisode, je suis allée creuser, investiguer avec vous ce qu'il en est des motivations profondes qui nous amènent à participer à un projet ou à suivre un cours ou à en donner un. J'ai creusé tout ce qui concerne les enjeux de pouvoir, les conflits et la gestion des conflits, mais aussi les conflits d'intérêts, la nécessité qu'il y avait à les reconnaître et à les nommer. Bref, tout ce que peut traverser un groupe d'humains quand le cadre reste flou ou mouvant. Et dans ce troisième épisode, j'ai envie de boucler avec toi, avec vous, boucler la boucle. Revenir davantage au récit, à mon vécu, à mon retour d'expérience. Revenir à ce que ce projet m'a fait traverser concrètement. Parce que je l'ai dit dans le premier épisode, j'ai beaucoup pleuré de devoir quitter ce projet qui me tenait à cœur avec un deuil à faire qui n'était pas seulement le deuil de ma participation au projet lui-même, mais le deuil de cette idée, souvenez-vous de cette phrase que j'ai prononcée, « ça aurait pu être bien ». Ah, l'intention de départ était belle, ça aurait pu être tellement bien. Mais non, le cadre dans lequel évoluait ce groupe ne pouvait pas permettre des échanges sains et sereins. Alors je dis pas que le projet final, il va pas être valable, ni même ne pas avoir lieu. Par contre, ce que j'ai choisi de quitter et désormais d'analyser et de vous faire part, c'est tous les mécanismes qu'il y a eu en jeu et qui m'ont fait quitter ce projet. Ouvrons donc ensemble les quelques derniers chapitres de ce temps d'analyse, en commençant par ce qu'est la mission qui m'a été confiée. A été fait appel à mes services pour assurer la coordination pédagogique de la semaine de pratique. Il y avait un artiste invité qui allait confier des interventions à des personnes différentes par demi-journée. Nécessité est faite donc de coordonner toutes ces interventions. La demande de coordination pédagogique et de faire appel à mes services, elle fait pleinement sens. Et me voilà partie pour envoyer un courriel au groupe de travail en disant « J'accepte volontiers de participer au projet et d'en assurer la coordination pédagogique. Je vais avoir besoin que cette mission soit définie. »
Et vous savez quoi? 3 semaines et demie plus tard, la mission n'a toujours pas été définie, je n'ai jamais eu de réponse à ma question et pourtant j'ai assuré bien plus de missions et bien plus de tâches que la seule coordination pédagogique. Et peut-être que mon erreur, elle a été là, de m'engager à bras le corps au sein de ce projet d'une part, et aussi d'imaginer que si on fait appel à moi pour de la coordination pédagogique, eh bien les personnes qui font appel à mes services vont être en capacité de définir cette mission, comme on ferait quelque part une fiche de poste. Et ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que j'aurais dû dire, tant que ma mission n'est pas claire, que le périmètre de mes actions n'est pas déterminé, tant que les responsabilités qui appartiennent à chacun chacune ne sont pas définies, je ne commence pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler dans ce cadre qui était flou, j'ai participé, finalement malgré moi, à faire exister ce flou malheureusement. Et en même temps, ce qui était très paradoxal dans le projet, c'est que demande est fait pour une mission, mais personne ne définit quoi que ce soit de cette mission. Et pire, l'artiste invité finit par me dire 3 semaines et demie plus tard, en fait, la coordination pédagogique, je ne sais pas ce que c'est. Et j'avoue, je suis un peu tombée de ma chaise parce que c'est quelqu'un qui est dans l'enseignement depuis plus de 50 ans. J'avais donc idée que cette personne qui a une expérience extrêmement conséquente allait aussi avoir une expertise suffisante pour pouvoir définir ma mission, pour pouvoir même définir ce qu'est de la coordination pédagogique. Et en fait, il n'en était rien. Alors c'est surprenant, mais dans l'absolu, c'est pas dramatique en soi. Par contre, ça demande d'observer 2 choses. La première, c'est de ne plus confondre l'expérience avec l'expertise. On peut très bien enseigner des décennies durant sans savoir ce qu'est de la coordination pédagogique, sans questionner son propre positionnement pédagogique, sans affiner les outils qu'on utilise. Et on continue à transmettre, tant bien que mal, à l'identique. J'extrapole un peu, je fais une parenthèse, mais il y a une autre chose qu'on confond souvent, c'est un cours rempli avec un cours dont la transmission va être optimale. Vous pouvez assister à un cours qui est extrêmement rempli et un ou une pédagogue qui parle mais comme un chien à ses élèves. Et à côté de ça, une personne qui se questionne sur ses propres pratiques, qui utilise toute une somme d'outils pédagogiques qui vont être pertinents pour chacun des contextes rencontrés et qui a des cours peu remplis, par exemple, faute de marketing. Fin de parenthèse, je reviens à l'exemple du projet avec cette incapacité à définir la coordination pédagogique. Alors oui, c'est vraiment intéressant à entendre pour cette deuxième chose que j'ai envie de partager, c'est qu'en fait, quelque part, c'est pas si grave de pas savoir. C'est étonnant, mais c'est pas si grave. Mais ce qui est gênant pour le bon fonctionnement du projet, des échanges, que ça soit en groupe, mais ça serait pareil en binôme, c'est d'oser dire qu'on ne sait pas. Je crois même que c'est une des grandes compétences que peut avoir un ou une pédagogue, oser dire je ne sais pas, je ne sais pas faire, je ne sais pas encore faire. Parce que être lucide sur soi-même, c'est une condition sine qua non à sa propre progression pédagogique. Ça ne va pas te retirer ta légitimité de dire je ne sais pas. Ça ne va pas te retirer ton autorité de dire je ne sais pas. Tant que tu le dis pas à tour de bras, n'aie pas peur d'avancer ce que tu sais bien faire. Et plus tu vas aller vers ce que tu sais bien faire, plus tu vas oser dire ça je ne sais pas. Je vais me renseigner, je vais aller chercher des ressources, je te renvoie vers un ou une collègue. On peut dire je ne sais pas ce que ça veut dire, on peut dire je ne sais pas définir cette mission, on peut dire je sais pas du tout comment organiser ça, on peut dire j'ai besoin d'aide pour clarifier certains paramètres, on peut dire je vais demander à quelqu'un qui sait mieux que moi. Le problème, c'est pas de ne pas savoir, le problème, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas et de ne pas oser dire qu'on ne sait pas. Parce que si vous dites pas que vous savez pas, si on ne dit pas qu'on ne sait pas, mais la personne en face de nous, elle ne peut rien construire. Elle va s'appuyer sur des sables mouvants en imaginant que vous savez peut-être déjà faire. Et je suis partie moi-même de ce principe-là. Cet artiste qui a autant d'années d'expérience derrière lui, je me suis dit, il a enseigné, transmis, accompagné, il va savoir ce qu'est de la coordination pédagogique. Et non, visiblement, c'était pas le cas. Donc ça a créé un décalage énorme entre ce qui m'a été demandé sur le papier, ce qui m'a été demandé au cours des échanges, et puis surtout la reconnaissance qui derrière n'a pas suivi.
Et ce flou, ce flottement, finalement, bien, j'en ai payé un petit peu une triple, quadruple, quintuple addition à proposer des définitions. Et ça ajoute de la fatigue supplémentaire à structurer le projet, à structurer les échanges, à demander des clarifications, à proposer des temps de clarification. J'ai dû aussi faire émerger des distinctions qui auraient dû être posées collectivement. Et dans le groupe, il y avait pourtant des personnes qui dirigent un organisme de formation, d'autres pédagogues, d'autres artistes, dont certaines personnes avec beaucoup d'expérience de la bouteille. Il aurait tout à fait été possible à cet artiste invité de dire: écoute, je ne sais pas définir précisément ce qu'est la coordination pédagogique, est-ce que tu peux m'aider à y réfléchir? Ou il aurait été possible d'appeler une personne du groupe, compétente ou extérieure au groupe, de demander un appui, de poser la question. Donc rien de tout ça n'est fait, et c'est là où on voit à quel point la conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas est fondamentale. Il y a une différence énorme entre je ne sais pas, je sais que je ne sais pas, et je ne sais même pas que je ne sais pas. Et dans les échanges, quand 2 ou plusieurs personnes sont pas au même endroit, au même niveau de conscience, elles vont difficilement pouvoir se comprendre. Moi, j'attendais une clarification et en face, la personne, elle n'était pas en capacité de pouvoir me produire cette clarification-là. Et en tout cas, elle ne l'a pas nommée dans les temps. Donc à partir de là, la mission, elle s'est construite un petit peu sur du flou. À ce stade, je définis quand même pour vous ce qu'est de la coordination pédagogique. C'est pas juste envoyer 3 mails, caler des horaires ou faire passer des informations. Assurer une coordination pédagogique, c'est faire en sorte qu'un projet de transmission ait une cohérence et réponde à un objectif global. Donc commencer par regarder quel est l'objectif, quel est le public concerné, le niveau des personnes, les prérequis, quel va être tout le déroulé de cet événement, de ce stage, de ce cours, de ces ateliers. Qui est ou qui sont les intervenants. Il va falloir ajuster les contenus entre eux et articuler les différentes propositions, construire une progression d'ensemble, installer des conditions d'apprentissage qui soient favorables, jouer sur des modalités de transmission qui soient optimales, éventuellement construire, s'il y en a, des évaluations qui elles aussi vont être cohérentes et s'intégrer pleinement dans ce projet, connaître aussi parfois tout ce qui est de l'ordre des contraintes administratives, logistique, parfois financière. C'est un vrai job, la coordination pédagogique. Ça demande des compétences, ça demande d'avoir une vision et ou de savoir rejoindre la vision des personnes qui, en l'occurrence, la font appel à moi pour ce projet. C'est une expertise qui demande de savoir agencer des contenus et coordonner des personnes autour d'un projet donné. Au passage, j'aimerais bien souligner la différence avec ce qu'est de la supervision pédagogique. Ça se ressemble dans les mots, mais ça n'a rien à voir. Une supervision pédagogique, c'est questionner les pratiques pédagogiques, questionner la transmission, questionner la façon de faire. Ça va être davantage regarder comment une personne elle enseigne, comment elle transmet, comment est-ce qu'elle construit sa posture de pédagogue, comment est-ce qu'elle intervient au sein d'un groupe, comment elle régule le groupe, comment elle ajuste ses consignes, comment elle va accompagner les apprentissages. Donc c'est regarder la pratique pédagogique elle-même. C'est d'ailleurs ce que je fais beaucoup, c'est ce qui se passe dans les accompagnements individuels longs. Souvent les personnes me demandent de la supervision pédagogique. Quand je supervise une personne que j'accompagne, je ne vais pas seulement lui donner des idées d'exercices, un éclairage anatomique ou des outils pédagogiques qui seraient utilisés. Je vais l'aider à regarder sa propre pratique. Si un jour vous suivez un accompagnement individuel, je vais vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de faire, augmenter votre niveau de conscience, voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas encore, à structurer davantage ce qui pourrait être intuitif, à affiner votre posture, à relier vos choix et vos outils pédagogiques avec vos intentions premières, avec votre objectif premier. Et vous entendez bien que cette supervision pédagogique, elle n'a rien à voir avec de la coordination pédagogique. Sauf que dans le projet dont je parle, ma mission, elle a très vite dépassé la simple coordination. Je me suis retrouvée à faire Shiva 18 bras, à pouvoir et même devoir un peu tout organiser, c'est-à-dire clarifier les enjeux de cette semaine, de ce projet, aider à formaliser un programme, et c'est pas le même programme pour un site internet ou pour des dossiers de prise en charge, à créer même du contenu pour les temps de pratique de mouvement, à faire du coaching, même du mentorat pour cet artiste invité pour l'aider à asseoir sa légitimité dans la salle de pratique, à le former sur la pédagogie, donc là c'est une casquette et une mission de formation,
ou encore à mettre en place des outils pour faciliter les échanges. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la suite de cet épisode. Pour l'instant, je reste encore un peu sur cette notion de mission. Parce qu'à un moment donné aussi, c'est la liste des tâches qui m'a été donnée. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et là, j'ai dit non, on se comprend pas. Je vais vous donner un exemple très clair, très précis pour aider à comprendre. Si vous recrutez un caissier ou une caissière pour le supermarché du coin, vous allez définir sa mission. Vous allez lui donner une fiche de poste. Par exemple, accueillir le client, la cliente du supermarché avec le sourire. Positiver son expérience au sein du magasin. Savoir tenir une caisse. Rendre de façon juste la monnaie si la personne paye en espèces. Ça, c'est définir la mission. Mais ça n'a rien à voir avec les billets de 5 € se mettent à tel endroit ou préciser que tous les lundis à 15 h, il y a Monsieur Maurice qui débarque pour payer ses 4 packs de lait. Donc définir une mission, c'est pas lister toutes les tâches, c'est définir le périmètre des actions et de la responsabilité que va devoir prendre la personne. Je vous encourage vraiment, quand vous intervenez dans un projet, dans un lieu, avec des collègues, même si les personnes, vous les connaissez, a fortiori, presque si vous les connaissez, ne partons pas sur des implicites. Définissons ce qu'est la mission donnée. Au même titre que, regardez bien, on va faire ensemble un petit switch mental. Imaginons des petites poupées russes, des petites poupées gigognes au nombre de 3. La première grande poupée, ça serait vous, au sein d'une institution, d'un centre, d'une association. Vous allez devoir, si ce n'est définir votre mission, en tout cas, recevoir une définition de votre mission pour pouvoir évoluer au mieux. Je retire cette première poupée, on va voir la deuxième. Comment vous allez évoluer avec vos collègues? Quelle est votre mission? Quel est le cadre de vos différents échanges? Et puis, je retire cette poupée intermédiaire et je vais venir jusqu'au cours lui-même. Mais quand on parle de définir une mission, on pourrait quelque part aller profondeur dans la pédagogie et se dire, on peut tout à fait confier une mission à nos apprenants-apprenantes. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire une liste de tâches à nouveau, c'est pas pointer le pied dans telle pirouette ou poser la main à tel endroit du tapis dans telle posture. Non, c'est pas lister les tâches, mais c'est de dire par exemple, j'ai besoin que vous puissiez faire les consignes que je vous demande avec le moins d'interprétation possible. Petit rappel de l'épisode numéro 1 de ce podcast, les 10 conseils pour optimiser ta transmission. Souvenez-vous de demander à nos apprenants-apprenantes de faire ce que l'on dit sans interprétation. Quelque part, ça fait partie de la mission qu'on leur confie. Au même titre qu'eux, on pourrait dire, il va y avoir des aménagements dans les mouvements que je propose. C'est à chacun et à chacune de s'emparer de cette possibilité, au même titre qu'on pourrait demander à chacun et à chacune d'investir une interprétation personnelle dans un geste artistique. Et j'imagine que vous percevez un peu plus précisément à chaque fois la différence entre définir une mission et lister des tâches. Pour revenir à la première poupée russe, la plus grande de celle des poupées gigognes, quand on intervient dans un projet, il y a une nécessité de qualifier la mission pour laquelle on intervient, parce que sinon on risque de se retrouver avec une somme de tâches qui peut devenir interminable et toucher plein de domaines différents, puisque la mission première, elle n'aurait pas été définie. Si je le dis autrement, quand une mission est floue, il y a un truc un peu particulier qui risque d'apparaître. Finalement, c'est le travail invisible, le travail qui existe réellement, qui soutient un projet, mais que finalement, personne ne voit. Alors ça peut être ce que vous voulez, du travail d'anticipation, de régulation du groupe, de structuration du projet, de cohérence pédagogique. Et il peut arriver que ce travail-là, il soit porté par certaines ou une personne sans jamais être réellement identifié comme tel. A fortiori parce qu'il ne produit pas un objet ou un résultat visible immédiatement. On est sur le maniement des échanges humains. Et c'est là qu'une autre problématique va arriver, elle découle de la première, c'est le manque de reconnaissance. Mais pour reconnaître, il faut d'abord connaître. Comment cet artiste pouvait être en capacité de nommer le fait que j'assurais de la coordination pédagogique, de la supervision pédagogique, du mentorat, de la formation en pédagogie, de la mise en place d'outils concrets pour faciliter les échanges, de la création de programmes, alors qu'il n'était pas même en capacité de
définir la coordination pédagogique. La personne, elle ne pouvait pas amener de reconnaissance puisqu'elle n'avait pas de connaissance des différentes missions qui étaient effectuées. Et je vais vous donner un autre exemple très concret, allez, il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est une époque où j'intervenais dans un établissement public d'enseignement artistique où nous avions, enseignants-enseignantes, les vacances scolaires. Et les élus ont décidé de réduire ce temps de vacances. Tollé général chez les profs qui ont dit « mais attendez, ils ne se rendent pas compte que ces temps en off sont des temps non seulement de repos, mais de préparation de cours, qui est un temps absolument colossal ». Et j'ai été la seule à lever un peu la main, à dire « mais attendez, comment peuvent-ils reconnaître un travail qu'ils ne connaissent pas si on ne leur témoigne pas de ce qu'est concrètement notre métier, au même titre que nous, professeurs, qu'est-ce qu'on en sait ce qu'est d'être un élu et d'aller serrer les louches du samedi soir avec l'orchestre qui joue pour la fête de la musique au dimanche matin avec le club des aînés ? On n'en sait rien du tout. En fait, pour qu'il y ait une reconnaissance, en l'occurrence là une reconnaissance mutuelle, il faut commencer par connaître le métier de l'autre, connaître les missions qu'effectue l'autre et éventuellement le détail des différentes tâches. Donc la reconnaissance, elle ne peut venir que de la connaissance. Et la connaissance, elle ne peut venir que d'un endroit à la fois de lucidité et de communication vis-à-vis de l'autre. Je vais vous prendre un autre exemple. Alors pardonnez-moi, mais ça va davantage toucher les personnes qui travaillent avec des élèves jeunes, enfants, ados, et donc avec des parents d'élèves. Mais peut-être ça va aussi vous faire tilt, chers auditeurs, auditrices, si vous êtes vous-même parents. Et je vais vous sortir une phrase qui va faire sourire, certes un peu jaune, tous les profs de danse qui ont déjà entendu ça au moins une fois dans leur vie. C'est un parent qui vient en disant « mais je vais quand même pas payer ma place de spectacle à la fin de l'année pour venir voir danser ma fille ». Oui, au passage, petite parenthèse, je le genre au féminin, les filles étant majoritaires dans nombre de cours de danse académique. Mes chers parents d'élèves, tu ne payes pas le spectacle pour venir voir danser ta fille comme tu la vois danser dans ton salon. Non seulement ce que tu viens voir, c'est un travail de groupe, l'évolution de la progression au sein de l'année, une démarche artistique, un engagement de la part des élèves, un partage ou une démonstration des différents groupes de niveau qui peut aussi te rendre curieux, te mettre la puce à l'oreille par rapport à ce que ta fille va potentiellement vivre en rejoignant le cours du niveau supérieur au sein de l'année à venir. Mais surtout, peut-être que payer la place, ça permet d'assurer la location de la salle, ça permet de rentabiliser, en tout cas de rentrer dans ses frais par rapport aux achats de costumes. Ça permet peut-être de payer ces 2 personnes qui doivent assurer la sécurité de la salle. Et 2, pourquoi ? Parce que le débattement horaire est bien trop grand pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Ça peut être aussi, c'est une option de payer les heures supplémentaires que fait le ou la prof pour cette occasion-là. Alors quand on est prof, elle nous fait un peu tiquer cette phrase qu'on entend régulièrement « mais je ne vais pas payer quand même pour le spectacle, pour venir voir évoluer mon enfant ». Mais comment reprocher de but en blanc à un parent d'élève de ne pas reconnaître le travail que nous fournissons auprès des élèves et que les élèves font eux-mêmes, elles-mêmes, alors que ce parent d'élève n'en a pas même la connaissance. Et c'est là en fait où on doit faire de la pédagogie, de notre propre pédagogie, expliquer ce qui se passe dans nos cours, ce qui s'y joue, qu'est-ce que c'est qu'une progression, qu'est-ce que c'est qu'évoluer au sein d'un groupe quand on pratique le mouvement. La reconnaissance, elle ne peut venir que de la connaissance. Il faut donc communiquer sur ce que l'on fait. Et puis une reconnaissance, elle peut, si ce n'est, elle doit être à la hauteur de ce qui a été fourni, mais une reconnaissance, elle peut toucher plusieurs paramètres. Ça peut être une reconnaissance qui est affective, un merci, de la chaleur humaine, de la gratitude, et elle compte, cette reconnaissance-là. Mais elle suffit pas toujours, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance structurelle, quand le groupe reconnaît clairement qu'une personne donnée a telle compétence, telle place, telle responsabilité, telle autorité sur un sujet donné, ce qui au passage n'a jamais eu lieu dans le projet que j'évoque. Il y a aussi la reconnaissance professionnelle, quand on reconnaît que la personne, elle n'a pas seulement aidé, filé un petit coup de main, mais elle a mobilisé
toute une expertise liée à son métier, fruit d'années de travail, d'expérience, de connaissances, de compétences, de savoir, de savoir-faire. La reconnaissance, elle peut porter sur plusieurs endroits. Ça peut être la reconnaissance de l'effort. Qu'est-ce qu'il en est du temps que l'on a passé, dépensé, de la fatigue, des ajustements, de la charge mentale qu'on a dû porter. Mais ça peut être aussi la reconnaissance du résultat, du cadre qu'on a construit, de l'organisation qu'on a rendue possible, qu'on a mise en place, de l'événement qu'on a permis. Ça peut être aussi, bien sûr, une reconnaissance financière. Et la reconnaissance financière, c'est une manière de dire « ce travail a une valeur ». Et ces types de reconnaissance-là, elles peuvent se cumuler, mais elles ne sont pas interchangeables. On n'a pas un ou une employeur qui, à la fin du mois, va nous faire tap sur l'épaule « Allez, merci, j'ai beaucoup de gratitude ». Non, on attend que la personne, elle nous paye. Néanmoins, une reconnaissance financière sans jamais de reconnaissance humaine, on peut potentiellement perdre le sens aussi de ce que l'on est en train de faire. Mais ce qui est terrible, c'est quand aucune de ces formes de reconnaissance n'est réellement présente. Ça va créer un déséquilibre énorme entre le travail qui est fourni et l'absence de reconnaissance. Et là, dans ce projet, je me suis entendue dire « Mais merci Anne, ça m'aide ce que tu fais ». Et là, je me suis dit « Mais c'est pas de l'aide ce que je suis en train de faire, c'est pas un coup de main ponctuel. Un coup de main ponctuel, de l'aide comme ça, c'est je viens un dimanche après-midi chez toi pour t'aider à déplacer ton tas de bois, tu me payes l'apéro avant que je reparte. » Ok, mais là, je suis en train de construire toute la maison, à la fois l'architecture, mais poser les plaques de placo et venir tous les soirs pendant 1 mois et demi faire la peinture, la tapisserie et poser le carrelage de la salle de bain. Ça peut pas être, merci un apéro, une tape dans le dos. La reconnaissance, elle doit être à la hauteur du travail fourni. Mais je le redis, la reconnaissance, elle vient de la connaissance. Et c'est là où il y a eu un fail énorme dans ce projet. Il n'y avait pas de délimitation des différentes missions. Il n'y avait pas même de délimitation du cadre des échanges et des interventions de chacune. Il n'y avait pas de connaissance du travail fourni. Il ne pouvait donc pas y avoir de reconnaissance et encore moins de reconnaissance multiple et surtout à hauteur du travail engagé. Vous la voyez arriver au fur et à mesure de mon récit, cette décision assumée de partir du projet. Et puis, il y a un dernier champ qui a parachevé ma fatigue absolue, c'est le maniement d'outils. Je vous donne un exemple très précis pour éviter des centaines d'échanges de mails chaque semaine. J'avais créé un document partagé sur un Google Drive où tout le monde était éditeur-éditrice. Sur le principe, c'est cohérent, c'est optimal, ça permet de centraliser les informations, de garder une trace de ce qui a été dit, de fluidifier les échanges, d'éviter une saturation des boîtes mail. Mais ce que j'avais pas mesuré, c'est que ces outils, non seulement il faut les connaître, il faut savoir les manier, et puis ils fonctionnent pas toutes seules. Ils demandent un usage en commun, des compétences pour savoir les manier, des règles de bon usage, une compréhension aussi partagée de la pertinence que peut représenter cet outil-là. Alors je vous passe la fatigue où je me suis retrouvée avec des personnes qui ne savaient pas mettre un commentaire, effacer le commentaire, en remettaient un, qui disaient « mais c'est pas grave, j'ai fait une erreur ». Oui, mais moi Maurice, je passe du temps à récupérer des erreurs. Et c'est pas non plus, quand je dis ça, du perfectionnisme à tout prix ou du « ah mais les gens ils ont pas fait comme moi je voulais, alors du coup je suis pas contente, je claque la porte et je m'en vais ». C'est pas ça. C'est qu'un mauvais choix d'outils ralentit voire empêche les échanges et le mauvais maniement d'un bon outil produit de la même chose avec en plus de la surcharge cognitive et de la surcharge de travail. Mais tout ça, ça existe aussi en pédagogie, regardez bien. Une salle de pratique, un espace de travail partagé avec d'autres, ça fonctionne aussi parce qu'il y a une logique d'organisation, un peu comme dans une cuisine. Moi, je veux bien que vous rangiez les spatules en bois avec les spatules en bois et les spatules en plastique avec les spatules en plastique, peu importe. Mais dans tous les cas, les outils qui servent à cuisiner, à remuer dans la poêle, la sauteuse, la cocotte, vous n'allez pas les ranger dans la salle de bain ou à l'autre bout de la maison. Vous allez, par règle de bon usage, les mettre plus proches, a priori, de la gazinière, de l'induction du feu que vous utilisez. Parce que sinon, chaque geste devient plus coûteux, ça devient une expédition de mettre en place chaque action. Mais dans un espace de travail, un lieu de mouvement, c'est la même chose.
Bien sûr qu'il y a des organisations ou des préférences qui sont personnelles, mais il y a aussi des règles de bon usage. Si vous allez en salle pour faire votre renforcement musculaire, vous savez bien qu'on désinfecte certaines parties des appareils pour éviter la propagation de microbes et de virus. Ça fait partie des règles de base, de bon usage. Et cet exemple pratico-pratique, je peux le faire revenir à des exemples d'outils numériques. Si par exemple vous échangez avec vos apprenants-apprenantes par mail ou par WhatsApp, définissez quel outil vous choisissez, pourquoi faire, avec quel objectif, et même comment est-ce qu'on utilise au mieux cet outil-là. Ce sans quoi vous allez vous retrouver avec une charge de travail supplémentaire à gérer. Et là encore, finalement, c'est faire de la pédagogie des propres outils qu'on utilise, qu'ils soient concrets, matériels, logistiques ou numériques. Et puis, j'aimerais maintenant finir cet épisode autour d'une question cruciale qui est celle du positionnement. Je vous le disais dans le 2e épisode de cette mini-série, tout est affaire de choix de l'instant. Les outils que l'on va mettre en place, utiliser, c'est un choix. Le type d'interaction que l'on va avoir, dans quel cadre on évolue, comment est-ce qu'on définit les rôles, c'est un choix. Définir le projet lui-même, nommer nos intentions profondes, nos motivations intrinsèques, c'est un choix. Définir le cadre des échanges, c'est un choix. Décider comment les décisions elles-mêmes vont être prises, c'est un choix. Oser apporter un avis basé sur une expertise, c'est un choix. Laisser une personne plus compétente que soi parler sur un domaine qu'on ne connaît pas, c'est un choix. N'avoir pas peur des conflits, mettre en place des outils pour gérer les conflits, c'est un choix. Et surtout, oser regarder, nommer, observer, analyser et modifier les dysfonctionnements au sein des échanges dans un groupe, au sein d'un projet, c'est un choix. C'est un positionnement qui demande d'avoir du cran. Avoir du cran et le faire en temps réel. Il faut savoir se positionner en temps réel, mais aussi se positionner par rapport au réel. Vous vous souvenez de cette phrase « Ah, ça aurait pu être tellement bien ». Non, ça n'aurait pas pu l'être au vu de tout ce que je décris. Et c'est difficile de l'observer, de l'admettre quand on est soi-même prof. On croit dans le potentiel de l'autre, dans ses capacités à avancer, sinon vraiment il faut changer de métier. Mais par rapport à un projet, à des échanges entre pairs ou potentiellement avec des gens avec qui on a un rapport hiérarchique, il faut être en capacité d'observer non pas des projections, non pas des interprétations, non pas un potentiel possible, mais ce qui est. Pas ce que le projet pourrait devenir, non, pas ce que les personnes pourraient devenir, le réel, ce que le projet est, ce que les actions des personnes sont. Et, à partir de ce constat factuel, pouvoir se positionner. Et se positionner, je sais à quel point ça peut être coûteux, ça peut rendre seul, ça peut créer de l'incompréhension chez soi ou chez les autres, parfois même l'impression d'abandonner quelque chose. Mais rester coûte parfois bien davantage encore. Parce qu'à un moment donné, certains projets deviennent tellement flous dans leur cadre, tellement énergivores, désorganisés, qu'ils peuvent atteindre aussi des endroits profonds de nous-mêmes. Notre capacité de travail, notre confiance dans notre propre compétence ou la reconnaissance de nos compétences réelles elles-mêmes, même notre santé physique ou mentale. Et il convient donc alors, à partir de l'observation, je le disais, de ces faits, du réel, de se positionner et de faire des choix. Et nous arrivons ainsi à la fin de ces 3 épisodes mini-série au sein de tous les épisodes de podcast de Pédagogie en mouvement. Je crois que ce que cette série raconte profondément, c'est qu'un projet humain tient pas seulement par la beauté de son intention première. Il tient grâce au cadre que l'on a posé, à la gouvernance qui a été établie, à la clarté des rôles qui a été nommée, à la capacité que l'on a à traverser et gérer les conflits, à la reconnaissance réelle du travail effectué et avant ça à sa connaissance première, à la qualité des outils mis en place et aux possibilités de leur maniement.
à la capacité de nommer le réel et à la capacité de chacune des personnes à se positionner à partir de ce réel. Je crois qu'au fond, ce que cette expérience m'a le plus appris, c'est de faire attention aux projections que l'on pourrait avoir, où ça aurait pu être bien, à voir le potentiel qui peut exister comme ce qu'on ferait dans nos métiers de pédagogue, mais bien au contraire à réduire l'écart entre ce que nous espérions vivre, ce que nous croyons vivre et ce qui est réellement là. Je vous remercie et je te remercie d'avoir traversé cette série de 3 épisodes avec moi. Si certains passages ont résonné pour toi avec tes propres expériences de groupe, de transmission, de pédagogue ou de travail collectif, je veux bien que tu me laisses un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Tu peux le faire sur Spotify, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou m'envoyer un message via les réseaux et bien sûr, partager cet épisode autour de toi. Je serais très curieuse de savoir ce que tu retiens de chacun de ces épisodes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pédagogie en mouvement, le podcast. Pour soutenir tout mon travail de vulgarisation scientifique et de partage pédagogique, parle de ce podcast autour de toi et pense dès maintenant à envoyer le lien à tes collègues et ou à tes élèves. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble l'art de la transmission.